Bonjour à tous, donc je suis ravie de co-animer cette nouvelle table ronde donc dans le cadre de la deuxième édition de ces fameuses rencontres économiques des métiers d'art, après Tonnerre en Bourgogne l'an dernier, aujourd'hui à Reims, et de nouveau avec Emmanuel Rubin. Bonjour, ravi d'être ici en présence de deux invités. Tout à Il y en a fait. un de moins. Absolument. Donc, durant, non pas 1 heure, mais 30 minutes, on va évoquer le thème de l'hospitalité et de l'expérience client, qui est un thème original et qui a des implications dans de nombreux secteurs de l'économie et dont les enjeux sont aujourd'hui certainement parmi les plus importants, les plus prégnants. Donc, deux invités pour nous éclairer et en débattre. Alors, on les a présentés dans leurs fonctions, mais avant de commencer, peut-être rapidement, chacun, vous êtes les mieux placés pour le faire, nous dire quelle est la mission d'Atout France, la rappeler, et puis nous expliquer en quoi consiste le monde de Ben et compagnie. À vous l'honneur. Je démarre. Vous démarrez. Ben et compagnie, c'est un cabinet de conseil en stratégie, voilà, qui fait partie des 3 plus grands cabinets de la place. On a des concurrents qui sont très réputés, en tout cas dont le nom porte, pas toujours positivement, mais voilà, donc nous on est concurrents de McKinsey et du Boston Consulting Group. Et on a, depuis plus d'une vingtaine d'années, en fait, développé un certain nombre d'études de référence sur l'univers du luxe. Donc une première étude depuis plus d'une vingtaine d'années avec l'association Alta Gamma, qui est, la meilleure manière de les définir, c'est de dire le comité Colbert italien. Voilà, donc il y a un panorama de l'univers du luxe dans lequel on couvre beaucoup de terrain, et puis une deuxième étude de référence qu'on a développée avec nos amis du comité Colbert, Bénédicte Épinet, Laurent Delquin. Qui vient d'arriver, voilà, au premier rang. Et qui porte sur la technologie dans le luxe, avec en particulier l'année dernière une focalisation sur la technologie en boutique, et donc toute cette dimension d'hospitalité et d'accueil du client et d'expérience. Parfait. Voilà. Christian Montey ou Montey? Je sais que vous êtes corse, comment doit-on dire? Alors, vous pouvez dire à la française Montey. Montey, ce sera plus simple. Je me satisfaire de ça. On rappelle la mission d'Atout France? Alors, c'est l'Agence de développement touristique de la France. C'est un groupement d'intérêt économique placé sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Notre ministre, c'est Olivia Grégoire. On regroupe l'ensemble des collectivités à travers les comités régionaux du tourisme, les offices de tourisme, les départements aussi, et le secteur privé, c'est 1250 adhérents, dont 850 entreprises. On fait la promotion de la France dans le monde, avec 32 bureaux à l'international. Nous sommes en charge de la plateforme d'intelligence économique du tourisme avec l'Observatoire, évidemment, des phénomènes touristiques, de l'ingénierie aussi, en accompagnant des grands projets, et le classement des hébergements touristiques, les étoiles, et la distinction Palace. Ah, c'est vous? Oui. Ah, d'accord. J'aurais des questions à vous poser, mais off. Entre autres. On y va, on attaque? Alors, donc Joël de Montgolfier, vous l'avez signalé, donc une étude assez récente, co-orchestrée par Ben et compagnie et le comité Colbert à propos de la technologie dans le luxe, a montré donc la résurgence et l'importance de la notion de l'excellence. Alors, en quoi les métiers d'art peuvent-ils y être intégrés? Et quel parallèle peut-on dresser entre l'excellence de cette expérience client et l'excellence artisanale, celle du geste dans cette expérience? Bon, alors on attaque fort. Il y a beaucoup de questions dans ces 2 questions. Alors, premier petit point peut-être de mise en contexte. Le travail qu'on avait fait l'an dernier consistait à se dire, mais en fait, on a eu un avant-Covid et un après-Covid. Et il y a vraiment un bouleversement des attentes en matière d'expérience client et une transformation assez profonde des comportements de clients dans le luxe pré- et post-Covid. Alors, le premier phénomène qui avait marqué, en fait, c'était la pénétration très forte du commerce en ligne, puisqu'avec la fermeture généralisée des réseaux de boutiques, les gens qui avaient malgré tout une envie de luxe, peut-être comme échappatoire à cet enfermement dans lequel auquel on a été forcé, se sont mis à acheter en ligne. Mais de manière assez intéressante, en fait, ce qui nous avait frappé quand on a démarré l'étude, c'était de voir qu'il y avait justement un retour en force de la boutique et que les gens se reprécipitaient dans les boutiques de luxe. Donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de dire, finalement, la technologie aurait pu aider à maintenir une relation
quoi qu'il en coûte, enfin vaille que vaille, hein, et pour autant les gens veulent revenir en boutique. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus de 2/3 des clients qui achetaient en boutique avaient démarré leur parcours en ligne, mais qu'ils auraient pu le terminer en ligne et qu'ils avaient choisi de ne pas le faire. Donc on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes venus? Et la raison numéro 1, évidemment, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que le produit de luxe en tant que tel, il est attractif, mais s'il n'est pas doublé de son corollaire de l'expérience client, en fait, il n'est pas aussi attractif que quand on a la totalité de l'expérience. Voilà. Et puis pour faire le lien avec les métiers d'art, de manière intéressante, une des raisons principales pour lesquelles les gens venaient en boutique, c'était pour l'environnement en tant que tel de la boutique. Donc le premier critère de satisfaction des clients, ou plutôt d'enchantement dans la relation client, c'est l'écrin dans lequel va s'opérer cette expérience. Alors évidemment, derrière viennent très vite la capacité à avoir accès au produit, à en profiter, à le toucher, à en faire une expérience sensorielle. Et puis vient aussi derrière le contact avec la personne. Donc il y a, dans cette dimension d'expérience, il y a avant tout le contact humain aussi. Mais pour revenir sur les métiers d'art, en fait, la boutique en elle-même, en tant qu'écrin de l'expérience, est absolument critique. Évidemment que les métiers d'art viennent s'exprimer dans les produits de luxe dont on vient réaliser l'achat dans la boutique, mais la boutique elle-même, comme lieu d'expression des métiers d'art, est absolument critique. Alors, ayant beaucoup péroré, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Vous y avez effectivement répondu. L'idée, c'était de savoir quel parallèle on pouvait dresser entre l'excellence de cette expérience via le service très spécifique du savoir-faire des vendeurs, en fait, des conseillers de vente, et celle du geste, donc celle du geste de l'artisan, qui va s'exprimer dans un sac, dans un accessoire, dans un bijou. Alors justement, toutes ces interactions, ces échanges qu'on vient d'évoquer, elles ont lieu donc dans une boutique, comme vous l'indiquez. Durant très longtemps, ces lieux, ces boutiques étaient surtout fonctionnels, voire pour certains en termes de décoration, s'orienter plutôt vers une forme de standardisation et d'uniformisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on va, toujours au regard des métiers d'art, donc de l'environnement, vers plus de sophistication? Et surtout, en quoi les métiers d'art participent justement, vous venez de l'évoquer un petit peu, mais peut-être on peut aller plus avant, de cette quête de singularité? Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment eu je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, mais il y a un avant et un après-Covid. Et dans l'après-Covid, il y a, précisément parce qu'on a été capable de pousser la transaction par les sites en ligne, etc., il y a quand même une redéfinition du rôle de la boutique dans le parcours client comme étant le lieu de l'enchantement. Voilà, donc c'est le lieu où on va se reconnecter, c'est le lieu dans lequel on va s'immerger dans l'histoire de la marque, dans ses savoir-faire, dans ses valeurs. C'est le lieu de la rencontre avec le conseiller de clientèle. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on pourrait penser qu'en fait les gens ne recherchent pas tellement ce contact, qu'ils ont besoin d'un achat très efficace, ils veulent entrer, ressortir, etc. Et en fait, le luxe, c'est vraiment très distinctif. On n'est pas du tout dans un parcours client généraliste, on n'est pas dans de la grande consommation. Les gens viennent, ils veulent prendre le temps, ils veulent ce temps de la relation, ce temps de la touche de personnalisation, et on n'est pas du tout en train d'essayer de se débarrasser du vendeur qui est sur votre dos. Au contraire, on recherche son contact. Alors, le rôle de la boutique est redéfini, et notamment, effectivement, il passe d'un lieu qui était quand même assez orienté vers la transaction d'achat auparavant, à un lieu qui devient le lieu de la rencontre et de la relation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a beaucoup moins de boutiques qui s'ouvrent aujourd'hui dans le monde. On a une décélération assez nette du nombre d'ouvertures de boutiques. Et par contre, on va aller sur des boutiques qui sont plus grandes, et qui deviennent vraiment des lieux d'immersion
d'immersion culturelle, d'immersion expérientielle. On va allouer de l'espace, non pas seulement au produit lui-même, mais à une découverte. Ça peut être une découverte de l'histoire de la marque. Je prends quelques exemples, hein, parmi les plus emblématiques récemment, mais la réouverture du flagship Dior à Paris s'est accompagnée de l'installation du diorama à l'intérieur de la boutique. Donc c'était quand même un des éléments clés de la grande exposition Christian Dior qui a lieu aux Arts Décoratifs. Et donc la boutique devient un musée, mais on lui a aussi adjoint une suite privée. Donc ça devient un lieu d'hospitalité au sens propre du terme. On y a adjoint un restaurant. Enfin voilà, vous avez beaucoup de marques aujourd'hui qui vont utiliser la boutique comme un lieu où on prend le temps. Voilà, on va prendre le temps, on va déguster dans tous les sens du terme, y compris culinaire. On va pouvoir y résider, on va pouvoir réellement vivre à l'intérieur de la boutique. Donc tout ça, c'est des espaces qui sont un peu différents. Hein. On n'est plus juste dans la mise en scène du produit. On est dans une architecture qui est beaucoup plus holistique, qui comprend beaucoup plus d'éléments et qui donc doit être mise en scène de manière un peu différente. D'où effectivement, l'utilisation d'un certain nombre de métiers d'art, la mise en valeur d'une forme d'artisanat qui va embellir cette dimension client, qui va vraiment la magnifier et qui, alors nous on avait regardé la technologie à l'intérieur du luxe. La technologie, ça fait froid et clinique, mais en fait toute la technologie qui met en place dans les boutiques, elle est au service de cette relation client. Et d'une connaissance plus intime, d'une rencontre plus personnalisée. Voilà, donc tout cela va se mettre en place et se déployer pour aboutir vraiment à un lieu où les gens se plaisent et où ils nous disent qu'ils se plaisent et qu'ils ont envie de prendre le temps. Alors, donc, l'esprit, la philosophie qui accompagne en fait cette mise en scène, cette mise en beauté de la boutique, vous venez de l'évoquer. Vous avez cité la maison Dior, on peut citer également la maison Chanel, Place Vendôme, qui a rouvert il y a 1 an et demi à peu près. On peut citer plus récemment également la maison Diptyque, qui est une très belle maison qui a ouvert il y a également quelques semaines, donc plus récemment, rue Dufaux à Paris, un lieu qui est vraiment une manifestation totale de métiers d'art, puisqu'il y a, je crois, plus d'une vingtaine de métiers d'art qui sont intervenus, mosaïstes, ébénistes, etc. Comment, justement, dans ces lieux-là, cultiver le beau, le rare, l'exception, sans pour autant impressionner ou trop intimider le client ? Alors, impressionner et intimider, c'est pas tout à fait la même nuance. Je pense que les gens ont besoin d'être impressionnés. Dans cette, voilà, il y a une notion d'admiration et de conquête du beau dans cette notion d'être impressionné. Par contre, intimider, c'est vrai que, alors par quoi est-ce qu'on peut impressionner, pardon, au sens d'être légèrement effectivement intimidé, qui génère peut-être une forme d'inhibition. Alors, de toute façon, le passage de la porte d'une boutique de luxe, c'est un moment qui reste intimidant pour les gens. Hein. Ça l'est d'autant plus que, effectivement, post-Covid, on a beaucoup d'endroits où on a dû mettre en place des listes d'attente, où on ne peut plus entrer juste pour l'inspiration, l'immersion, et c'est devenu un tout petit peu plus enfin pas chronométré, mais chorégraphié, voilà, contrôlé. Donc là, on est dans un moment qui est toujours un moment où le client peut avoir un peu la sensation de se faire prendre de haut, de pas se faire accueillir avec peut-être toute la chaleur dont il a besoin. Je pense que le regard des gens a besoin d'être éduqué aussi, puisqu'on a des clients qui sont assez familiers avec les produits de luxe en eux-mêmes, mais qui ont peut-être porté moins d'attention à l'endroit dans lequel ils se trouvaient jusqu'à maintenant. Donc il y a, je pense qu'il y a des notions d'information, hein, de signalisation presque. Les gens valorisent le beau et aiment être à son contact, mais ils ne sont pas toujours capables de le déceler ou d'en percevoir vraiment presque la préciosité. Pour aller même au-delà de la valeur. Donc c'est voilà. Alors je ne connais pas la boutique Diptyque à laquelle vous faites allusion. En tout cas, je suis pas entrée dedans. Mais je pense que voilà, il faut aiguiller les gens vers ce qu'ils ont sous les yeux et ne pas juste le présenter comme un décor presque de théâtre en fait. Oui, parce que là, effectivement, on va bien au-delà du mobilier, qui bien évidemment est
paramètre essentiel d'une boutique. On est vraiment dans le retour des papiers peints à la planche, de la tapisserie même, qui fait un grand retour, de la marqueterie de paille, etc. Mais c'est des choses que les gens n'ont plus l'habitude de voir et sur lesquelles on peut attirer leur attention et on peut leur fournir les explications qui leur permettront de vraiment prendre pleinement part à ce qu'ils ont sous les yeux et à le valoriser. Emmanuel. Alors on va prolonger avec Christian, c'était intéressant parce qu'on a commencé par cet univers de la boutique et là on va élargir aux touristes, la boutique appartenant, le continent du shopping aujourd'hui est aussi un continent du tourisme, mais là on va élargir avec vous. Atout France, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, est au cœur de la matrice du tourisme et par-delà de l'hospitalité. Et vous aimez rappeler que ce monde-là obéit d'abord à une logique de l'offre. Alors comment les métiers d'art, pour aller directement à l'essentiel, aujourd'hui s'inscrivent-ils dans cette offre? Et s'ils n'étaient pas encore si bien inscrits que ça, comment peuvent-ils mieux s'intégrer justement dans cette politique de l'offre et d'offrir une expérience touristique un petit peu différente en matière d'hospitalité? Oui, le tourisme est une économie de l'offre et a toujours été une économie de l'offre. Quand vous voyez apparaître un nouveau concept, hôtelier par exemple, vous avez envie de faire une expérience. Et donc cet hôtel a créé une forme de marché nouveau, une clientèle nouvelle. J'ai un exemple qui me vient là pour faire le lien avec les métiers d'art. Il ne faut pas oublier que lorsque les palaces sont apparus à Londres, à Paris, sur la Riviera ou à Venise, c'était au XIXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, les visiteurs de ces palaces, les clients, ont découvert des créations qui reposaient sur les métiers d'art, un design, le mot n'existait pas encore, on n'osait pas le dire, mais en fait, en réalité, il y avait une intention de croiser le beau, le confortable et le fonctionnel, et on a inventé un confort nouveau qu'on ne trouvait pas dans les appartements, dans les hôtels particuliers même. On a inventé des salles de bain, des baignoires, des cuisines, on a inventé des lobbies, et les métiers d'art étaient partout. Et ensuite, on s'en est inspiré pour revisiter les appartements et la vie quotidienne des gens. Donc le tourisme a tout inventé. Oui, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que parfois, l'offre touristique, notamment à travers l'hôtellerie et les palaces, mais pas simplement, elle a une manière de rôle modèle, c'est-à-dire auprès du public. C'est-à-dire que le public va ramener chez lui une influence qu'il a pu avoir dans un agencement, dans un décor. Exactement. Mais ça n'a pas un peu disparu? Un peu, on l'évoquait tout à l'heure pour les boutiques. À un moment donné, elles sont quand même toutes glissées dans le fonctionnel au risque de l'uniformisation, de la standardisation. L'hôtellerie, ça a été un peu pareil. Est-ce qu'on revient ces dernières années, justement, c'est un atout pour les métiers d'art, à un peu plus un savoir-faire, quelque chose qui se départirait et qui n'aurait pas le sentiment d'avoir le même hôtel, le même palace à Hong Kong, Bangkok, Hong Kong, Paris, Londres, Paris. Exactement. Les marques ont évolué aussi dans leur esprit. Aujourd'hui, piloter une marque dans l'hôtellerie, c'est offrir une diversité d'offres, donc d'hôtels différents, sous la même bannière, sous la même marque, avec quelque chose en commun qui est une forme de service. Et là, je veux dire que le service, c'est un geste aussi, hein. Faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que on l'oublie souvent. Rendre un service dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est matériel et c'est aussi immatériel. Et le ressenti immatériel du client, il repose sur un geste des collaboratrices et des collaboratrices et des collaborateurs, que ce soit le personnel des chambres pour entretenir la chambre, faire les lits, que ce soit effectivement les personnels de salle. Je ne veux même pas parler des cuisines, en cuisine, hein, où là c'est que du geste. Où il y a même certains de nos grands concurrents dans la gastronomie, je pense aux Japonais, c'est du geste. Et du produit. Pardon ? Geste et produit. Du produit, bien sûr, mais donc il y a cette dimension du geste. On a quelques expériences en ce moment que je vous invite à vivre. Je pense au Grand Contrôle à Versailles, qui est un très très bel hôtel qui a été créé par Stéphane Courby et Alain Ducasse. On est immergé dans les métiers d'art, que ce soit en chambre, avec tous les tissus, mais c'est absolument exceptionnel, hein. Les boiseries, les arts de la table, enfin c'est une expérience réellement à vivre. Et donc vous avez ce sont même plus des vitrines des métiers d'art, ce sont des boosters pour les métiers d'art. Et d'ailleurs,
tous ces investisseurs, parce que, encore une fois, il faut penser à tous ces investisseurs qui prennent des risques, parce qu'ils ne savent pas comment vont réagir les clients. Ils vont plus loin que la demande. Ils sont en prédictif par rapport à la demande. Ils imaginent que ça va marcher. Donc c'est une vraie création. C'est un geste aussi de la part de l'investisseur, parce qu'il y a une forme de risque. Et ils font de la commande. Voilà, donc, c'est ça qui est important, parce que là, c'est aujourd'hui tout le monde touristique, parce qu'on évoque beaucoup les hôtels, mais aussi les restaurants, et par-delà les monuments historiques. Les sites font beaucoup appel aujourd'hui à la commande des métiers d'art. Est-ce qu'on a pu calculer, ou je ne sais pas, peut-être dans le cadre d'Atout France, aujourd'hui à combien on peut estimer ces commandes passées auprès des métiers d'art par tous les grands acteurs du monde touristique, que ce soit les hôtels, les restaurants? Déjà, premier point, on n'a pas calculé la part précise, c'est difficile à calculer, difficile, mais 18 milliards d'investissements dans le tourisme en 2022, c'est 5 milliards de plus qu'en 2019, et on est le secteur qui investit le plus. Donc la part, forcément, même si elle est plus petite, naturellement, pour les métiers d'art, est de plus en plus importante, parce que le secteur est en croissance, tout simplement. Et, vous l'avez dit, que les visiteurs, les voyageurs, recherchent des expériences à chaque fois différentes, singulières. Donc ce qui va nous permettre de fidéliser au secteur. Quand je dis toujours, on fidélise à la France, c'est parce qu'on va vivre une expérience exceptionnelle dans cette région, puis on va aller en Nouvelle-Aquitaine ou dans le Pays Basque, on va vivre une expérience exceptionnelle, ou en Bretagne, et 3 expériences différentes exceptionnelles créent une fidélisation à la destination France. C'est vrai pour les marques hôtelières. Est-ce qu'il y aurait des initiatives, vous qui êtes justement, qui chapeautez un peu cet univers, dans les régions, dans les territoires, où les métiers d'art comme cela ont pu booster un petit peu l'activité touristique, ou même les instances régionales ont appelé des métiers d'art pour créer peut-être une route des métiers d'art, pour créer un Alors un oui, lieu il y a une demande d'intégrer les métiers d'art dans un certain nombre de parcours, d'itinéraires proposés, y compris en randonnée, mobilité douce, vélo, etc., etc., parce que les gens sont très curieux. Le tourisme, c'est l'industrie de la curiosité. C'est l'industrie de la curiosité. Donc, tous les gens qui viennent veulent savoir l'identité d'une région. Ben, elle repose sur quoi? Elle repose sur les femmes et les hommes qui créent des entreprises, des œuvres, et avec des savoir-faire tout à fait remarquables. Et quand on fait venir des visiteurs internationaux, même des Chinois, je le dis parce qu'on me taquine toujours sur les Chinois, on se rend compte que on fait la promotion de nos métiers d'art parce qu'ils découvrent pour le coup des créations, des œuvres qu'ils n'ont pas chez eux, des savoir-faire qu'ils n'ont pas chez eux, et ils ont envie de nous permettre de les exporter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les instances politiques ou publiques, les conseils régionaux, départementaux et autres, orchestrent et réfléchissent à cette notion touristique du métier d'art? Parce que les expériences qu'on a pu avoir par le passé, qui existent, si vous prenez, alors c'est pas des métiers d'art, mais les routes des vins, mais si on prend du côté du Grand Est, le monde de la verrerie avec toutes les grandes maisons, Meisenthal, Dôme, Baccarat, c'est un peu tout seul qui se sont orchestrés, organisés, à créer comme ça une route de la verrerie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les instances politiques ou autres, il y a une notion de se dire, tiens, plutôt que de raconter toujours la route des impressionnistes qui est formidable, ou la route Lamartine, on n'utiliserait pas plutôt ces métiers d'art, parce que les gens sont quand même de plus en plus attirés par ce monde-là. Vous avez des initiatives comme cela, ou il y a encore une espèce d'autisme de la part des instances politiques? D'abord, c'est bien que nous, on est dans un secteur de pionniers. Donc, on prend nos responsabilités, on n'attend pas systématiquement l'aide du public pour faire les choses, dans le tourisme en tout cas. Et toutefois, on voit apparaître de nombreuses initiatives publiques, politiques, dans les régions, dans les collectivités. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, qui sont le média le plus puissant, et chaque visiteur est un média en soi, un voyageur est un média, ils racontent leur expérience, en particulier les découvertes des savoir-faire et des métiers d'art dans les territoires. Et le politique reprend ce qui a commencé à marcher et qui prend de l'ampleur. Et il le fait très très bien. Si vous regardez tous les sites Internet, en particulier tout ce que met en valeur, ce que les régions mettent en valeur, les métiers d'art ont leur place. Et ils l'auront de plus en plus. Alors justement, il y a quelque chose d'intéressant, en préparant l'émission, vous m'avez parlé, c'est vrai que la France reste la première destination touristique au monde, et Paris certainement la première ville, ça se joue à pas grand-chose en tout cas. Il va y avoir un gros calendrier cette année, et qui commence dans quelques jours. Alors ça ne concerne pas directement les métiers d'art avec les Jeux Olympiques, mais vous vouliez signaler que c'était peut-être pas cet événement très attendu qui était les Jeux Olympiques qui allait faire parler de lui, qui allait permettre justement aux métiers d'art d'avoir une caisse de résonance et un écho comme ils n'ont jamais eu. Je prétends que c'est Notre-Dame
la réouverture de Notre-Dame, qui va avoir le plus d'impact direct. Les Jeux Olympiques vont avoir un impact médiatique planétaire considérable, mais Notre-Dame également, mais toute l'année 25, l'année 26, les gens du monde entier, les Français qui n'ont pas vu Notre-Dame depuis 20 ans, reviendront à Notre-Dame, et les gens du monde entier vont vouloir voir 1000 œuvres en une œuvre. Notre-Dame, c'est 1000 œuvres en une œuvre. Donc on a une occasion exceptionnelle de raconter nos savoir-faire et nos métiers d'art, mais exceptionnelle. Oui, puisqu'on le rappelle, ils ont été mis à contribution pendant plus de 2 ans dans tous les corps de métier. Sans compter, je ne fais pas de politique là, mais sans compter que le président de la République s'était donné un objectif qu'il tient, que nous tenons, de 5 ans, et que c'est l'occasion pour lui de prononcer un discours historique. Alors justement, et on en finira là, mais sur l'affaire Notre-Dame, puisqu'elle va réouvrir le 8 décembre, et je pense effectivement la caisse de résonance va être longue et durer en 2025-2026, est-ce que vous, Atout France, vous coordonnez, orchestrez un petit peu l'accompagnement, et est-ce que vous avez réfléchi justement à une espèce de circuit, à une promotion de Notre-Dame à travers la restauration et à travers les métiers d'art? Il y a eu tellement de donateurs, de gens du monde entier, à commencer par les Français, je pourrais les citer, mais... Fondation Bettencourt, Maison, Fondation Arnaud, etc. Pinault, et d'autres, les Japonais, Chinois même. Moi, en Chine, les Chinois se sont passionnés pour Notre-Dame. Et donc, il y a des questions d'organisation du site, parce qu'on aura énormément de monde, les flux devront être bien gérés, donc la mairie de Paris investit pour que les petits équipements, les abords, tout ça soit prêt pour accueillir près de 50 000 personnes en une fois. Il faudra gérer les flux. Donc on a plus à gérer le succès qu'autre chose. Mais c'est une occasion, comme on le fait déjà sur les panneaux tout autour de Notre-Dame, de valoriser les savoir-faire. C'est une œuvre extraordinaire, encore une fois, 1000 œuvres en une œuvre. Exactement. Et on a réussi une performance exceptionnelle. C'est la médaille d'or, si je puis dire, pour auto-attribuée. Auto-attribuée. Non, pas nous, hein. Non, pas nous. Justement, les artisans d'art, tous les métiers, etc. C'est qu'il faut tirer un grand coup de chapeau. C'est d'ailleurs extraordinairement bien mis en scène sur les réseaux sociaux. Absolument. Vous avez un compte qui vous révèle tous les métiers d'art qui ont été mis à contribution à l'intérieur de Notre-Dame. C'est spectaculaire. Et justement, vous, pour conclure, vous avez aussi une vision prospective à l'avenir. C'est vrai que les métiers d'art n'ont pas toujours eu la caisse de résonance qu'ils pouvaient, notamment dans les années 70, 80, 90. On en parlait moins. Il y a un renouveau de ces métiers depuis une vingtaine d'années, surtout une dizaine d'années. Est-ce que vous voyez l'avenir plutôt radieux pour ces métiers, ou alors encore une fois, obéirait-on encore à un cirque où après les avoir adorés, on les oubliera et on les aimera un peu moins? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus long? Quand on voit tous nos chefs, y compris les jeunes chefs et chefs, moi, je suis un passionné de gastronomie et de vin d'ailleurs, c'est partie du métier. Quand on voit à quel point ils sont attentifs aux arts de la table, à quel point ils savent que le contenant compte autant que le contenu aux yeux du convive, ils font la promotion eux-mêmes. Moi, je suis très ami avec Alain Ducasse, il est tout le temps en train de me montrer dans son bureau un nouveau couteau, une nouvelle création, une assiette, un verre, des choses à raconter. Incroyable, c'est étonnant. Bon. Et toutes et tous sont comme ça. Donc on est porté par un art de vivre, une qualité de vie, qui est ce que recherchent les gens à travers la création. Parfait, écoutez, c'est plutôt réjouissant. Oui. On voit que les métiers d'art restent un enjeu de l'hospitalité et de l'expérience client, et que ce n'est pas prêt de se finir. Du moins, on l'espère. Ah, c'est sûr. Donc on se revoit l'année prochaine. Ah bien sûr, avec plaisir. Merci. Merci.